Bonsoir à tous. Bienvenue à ce webinaire spécial fiscalité. Faites-nous savoir si ça fonctionne pour vous dans les commentaires, si vous pouvez nous entendre, si le son fonctionne correctement. C'est bon pour Vincent, super. Top, merci Louis. Merci beaucoup d'être là ce soir. On est vraiment beaucoup à s'être connectés. Donc voilà, merci d'être là. Merci Arnaud d'avoir accepté l'invitation. On a beaucoup de chance de l'avoir ce soir. C'est l'expert qui va nous dire plein de choses sur la fiscalité pour la location saisonnière. Donc merci Arnaud. Merci Clara. Bonsoir à tous. Je vais voir un petit peu. Je vois que tout le monde se connecte au fur et à mesure. Dites-nous aussi dans les commentaires où vous faites de la location saisonnière, où est-ce que vous vous trouvez en France ou même partout ailleurs. N'hésitez pas à nous le faire savoir. Euh, alors, aujourd'hui, on va parler fiscalité parce que on est assez proche de la date limite pour la déclaration des revenus locatifs. Donc, on a décidé de faire ce webinaire juste pour ça, pour les retardataires ou ceux qui ne sont pas encore vraiment sûrs de comment déclarer tous les revenus de location saisonnière. Est-ce que Arnaud, tu veux nous en dire un peu plus sur toi aujourd'hui Ouais, avec pour plaisir. commencer? Déjà, là, comme tu l'as bien précisé, on est à une semaine de la date limite pour la plupart des déclarations, on va dire, à fiscalité immobilière. Donc là, moi, c'était vraiment un plaisir d'être là ensemble ce soir. Surtout sur le chat, n'hésitez pas à poser au fur et à mesure vos questions. N'hésitez pas à indiquer aussi votre régime fiscal. Moi, ça me permet un petit peu de voir quelle est l'audience, quelles sont les problématiques que vous avez au quotidien. Donc là, je vois beaucoup de Guadeloupe, Dordogne, Savoie, donc toute la France est réunie, donc c'est top. Donc pour me présenter rapidement, donc moi je suis Arnaud Gaillot, je suis cofondateur de Clower. Clower, on accompagne aujourd'hui plus de 10 000 clients investisseurs sur leur déclaration fiscale au quotidien. On a créé un logiciel comptable et fiscalité qui permet d'avoir en temps réel son résultat fiscal, sa trésorerie, et donc d'optimiser sa situation. Donc, on s'est spécialisé à la fois sur la location meublée classique, mais également sur la location courte durée. Et donc là, dans ce live qu'on a démarré ensemble, l'idée, c'est de voir ensemble quels sont les points d'attention, quelles sont les grandes réformes qui ont été votées en 2025, et finalement, surtout ne pas faire d'erreur lorsqu'on démarre en location courte durée. Et puis, bien évidemment, le moment est propice, comment déclarer correctement sa déclaration fiscale. Voilà, Clara. Super. Donc voilà, n'hésitez pas, comme le dit Arnaud, à poser toutes vos questions dans le chat. Si vous avez une question en particulier, vous pouvez voir en haut, il y a un petit point d'interrogation en haut à droite. Donc là, vous pouvez aussi lister toutes vos questions et vous pouvez aussi faire part de vos commentaires juste en bas dans le chat. Pour celles et ceux qui ne peuvent pas rester jusqu'à la fin, on vous enverra demain le replay et la présentation par mail. Donc vous aurez un lien aussi YouTube. Voilà, comment ça va se passer en quelques minutes. Très très rapidement, je vais vous présenter le Logify. Ça pourra peut-être vous aider au quotidien si vous faites de la location saisonnière. Et après, on a tellement de choses à dire sur la fiscalité et comment déclarer les revenus maintenant que je vais laisser la main à Arnaud un bon bout de temps et on essaiera de prendre au moins 20 minutes pour répondre au maximum de questions à la fin. Voilà. Si vous ne connaissez pas encore l'Audify, qu'on vous envoie un mail pour le webinaire et que vous vous demandez qu'est-ce que c'est, en deux, trois mots, je vais vous dire que l'Audify, ça peut vous aider à gérer votre activité de location saisonnière, que vous soyez propriétaire, conciergerie, sous-loueur, tout type de gestionnaire en fait. C'est un logiciel qui comprend un PMS pour vos réservations, un channel manager qui va vous aider à synchroniser tous vos canaux, que ce soit Airbnb, Booking, Abritel, Expedia. Et ça vous permet aussi de créer votre propre site web où vous pouvez accepter des réservations directes pour être un peu moins dépendant aux plateformes de réservation. Donc dans ce logiciel, vous avez, comme je le disais, le Channel Manager qui vous aide à tout synchroniser. Donc comme ça, si vous avez une réservation sur Booking, hop, elle apparaît dans le calendrier Airbnb. Vous avez aussi la possibilité de créer gratuitement un site web de réservation. Donc si vous voulez accepter des réservations et des paiements sur votre site, vous pouvez le faire facilement. Il ne faut pas être un pro en informatique. On a aussi toute la partie gestion des réservations avec un calendrier centralisé. Si vous avez plusieurs biens et que vous devez essayer d'automatiser pas mal de choses pour éviter d'avoir des tâches qui sont hyper chronophages, parce que la location saisonnière,
c'est un métier à temps plein, on le sait. Vous avez plein d'automatisation, que ce soit pour envoyer les messages, les codes d'accès, pour créer des tâches pour votre équipe, pour le ménage, pour essayer d'automatiser au max. Vous avez plein d'automatisation. Il y a une application mobile pour toujours avoir un œil sur vos locations. Et si vous avez, par exemple, une conciergerie, si vous avez beaucoup de biens, vous avez aussi toute une partie analytics pour regarder un peu les performances de chaque bien. Si vous vous lancez avec le DeFi, même si ça paraît un peu dense, vous êtes accompagné. Il y a toujours un expert qui vous accompagne et qui vous demandera quels sont vos besoins, qui vous montrera la plateforme, et tout se fait en français. La plateforme est en français et le service client est en français. On a deux petites nouveautés. Il y en a une qui est un peu plus ancienne, c'est Smart Locks, parce qu'on s'est rendu compte qu'un propriétaire sur deux utilisait une serrure connectée pour avoir un accès autonome au logement. Donc, on a mis en place juste une partie pour les Smart Locks où vous pouvez en fait avoir toutes vos serrures connectées au même endroit, même si elles sont de marques différentes. Et vous pouvez envoyer automatiquement tous les codes d'accès, les codes pour vos voyageurs, mais aussi les codes pour votre équipe, etc. On a plein d'intégrations comme Nuki par exemple. Donc, c'est assez pratique si vous avez différentes marques de serrures. Et là, c'est le petit flash news spécial. On a une nouvelle fonctionnalité depuis 4 jours. C'est l'enregistrement des invités qui vous permet d'envoyer un formulaire en ligne à vos voyageurs avant qu'ils arrivent au logement. Donc, comme ça, vous pouvez en fait avoir toutes les infos sur le voyageur avant qu'il arrive et garder toutes les données de manière sécurisée pendant 5 ans. En France, on ne doit pas envoyer automatiquement les formulaires aux autorités, mais on est quand même censé, pour les voyageurs étrangers tout du moins, les garder quelque part parce qu'il peut y avoir des contrôles. On sait que dans le futur, il y aura de plus en plus de contrôles. Il y a des pays déjà en Europe, comme l'Espagne, l'Italie, qui ont ces portails où on doit envoyer toutes les infos aux autorités. Donc voilà, on a mis ça en place pour se préparer. Et c'est vrai que comme ça, s'il y a quoi que ce soit avec les voyageurs, vous avez toutes les données et vous ne devez pas faire de formulaire papier. Vous devez pas, ils doivent pas perdre de temps à l'arrivée, quoi. Vous êtes tout de suite avec toutes les infos sur tous les voyageurs. Donc voilà, c'est notre nouveauté. Si vous voulez essayer le DeFi, comme toujours, il y a 7 jours d'essai gratuits. Vous pouvez regarder comment fonctionne la création du site web, comment fonctionne le channel manager, le calendrier. Donc, n'hésitez pas à faire un tour et comme ça, vous pouvez un peu tester les fonctionnalités. Voilà, je pense qu'on a tellement de choses à se dire avec Arnaud que je vais lui laisser la main et on va parler tout de suite déclaration des revenus 2025. Et fiscalité. Merci beaucoup, Clara. Qualité. Alors, je partage mon écran. C'est parti. Donc là, on va voir ensemble comment bien déclarer ses revenus de location courte durée en 2025. Donc là, au programme, là, pour l'heure qu'on passe ensemble, la première étape, c'est de voir finalement comment bien déclarer ses revenus de location courte durée quand on débute ou quand on a déjà perçu des revenus, quelles sont les bonnes cases à remplir. Moi, étant moi-même investisseur en location courte durée, la fiscalité change, évolue, et donc c'est pas toujours simple de s'y retrouver avec toutes les démarches administratives à faire. Et on va voir que finalement, ça va dépendre aussi de son régime fiscal. La deuxième partie, ça va être les points de vigilance fiscaux en location courte durée. Donc, quels sont-ils? Quelles sont les bonnes pratiques et les tips qu'on peut vous donner ce soir pour ne pas faire d'erreurs et économiser du temps, du stress et de l'argent? Ensuite, on va faire un focus. On a beaucoup entendu parler, donc n'hésitez pas à me poser des questions bien précises. Je vais être assez généraliste sur cette partie-là, mais n'hésitez pas à ce qu'on rentre dans le détail. Ça va être toutes les nouveautés et tous les changements fiscaux qu'on a vus, qu'on a entendus et qui finalement ont été votés et qui sont à connaître en tant que loueur meublé en location courte durée, mais également si je fais un mix avec de la location classique. Et ensuite, on a dédié une session Q&A assez longue pour répondre à toutes vos questions. Donc là, vraiment, n'hésitez pas. Et on aura également un bonus si jamais vous avez des questions vraiment personnelles qui demandent une analyse un peu plus approfondie. On vous mettra dans le chat un lien pour prendre rendez-vous et faire un audit fiscal gratuit de 10 minutes. Donc pour démarrer, la première étape avant d'entrer dans
trop dans les cases à remplir pour compléter sa déclaration fiscale, bah, comme pour bien déclarer, il faut savoir dans quelle situation je me trouve. Donc, lorsque je fais de la location meublée courte durée, si mon bien est détenu en détention propre, c'est-à-dire que je le détiens en direct et non via une société, bah, c'est assez simple. Finalement, ma déclaration fiscale va dépendre de mon régime fiscal et de l'option fiscale que j'ai prise. En location courte durée, on va avoir deux régimes, qui va être le régime micro-BIC ou forfaitaire, et puis le régime réel, régime BIC, qui est dans 90% de mes clients le régime fiscal le plus intéressant. On pourra voir pourquoi. Mais du coup, votre déclaration fiscale va dépendre du choix du régime. Par défaut, lorsque vous commencez la location en courte durée, vous êtes par défaut au régime micro. Et sur option, ou si vous dépassez certains seuils, vous basculez au régime réel. Les impacts sont complètement différents en termes de fiscalité, mais également en termes de déclaration. Donc, au micro-BIC, bah, vous allez avoir un abattement forfaitaire de 30% si vous êtes en location courte durée non classée en 2025 et 50% si vous faites de location meublée classique ou si votre logement est classé. Comment vous déclarez vos revenus? Là, c'est très simple. Vous prenez le revenu brut et que vous allez reporter directement sur votre déclaration d'impôt sur le revenu. On verra dans la slide suivante la case à compléter. Les seuils à respecter pour rester au régime micro-BIC sont assez simples. On a entendu beaucoup de choses avec la loi Le Meur. Aujourd'hui, c'est si mon chiffre d'affaires est inférieur à 77 700 euros et que mon logement en location courte durée est classé, dans ce cas, je peux rester au régime micro-BIC. Et dans le cas où mon logement n'est pas classé, que je fais de la location courte durée, dès que je fais plus de 15 000 euros, je bascule automatiquement au régime réel. Donc au régime réel, bah là c'est au niveau de la déductibilité des charges, bah, c'est extrêmement simple, je peux tout déduire. Donc là ça peut être vraiment intéressant si j'ai plus de 30 ou 50% de charges et je vais pouvoir amortir mon bien. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est assez exceptionnel en fiscalité immobilière, c'est que vous allez pouvoir amortir votre bien et donc vous générer une charge supplémentaire chaque année. Au niveau de la déclaration, là, c'est beaucoup plus complexe. Le comptable n'est pas obligatoire, mais il est presque obligatoire parce que là, vous devez générer une IAS fiscale. Donc, c'est la 2031 avec différents annexes. On arrive vite à un document d'une vingtaine de pages où là, finalement, c'est comme une entreprise. Vous allez devoir produire un bilan et un compte de résultat. Une fois que vous avez produit cette IAS fiscale, elle doit être télétransmise au service des impôts. Donc ça, la date limite est fixée au 19 mai 2025 pour cette année, donc il reste encore une semaine pour pouvoir la produire. Une fois que vous l'avez produite, vous allez devoir reporter votre résultat fiscal et tous les éventuels déficits que vous auriez générés. Vous allez devoir les reporter sur votre déclaration d'impôt sur le revenu. Donc contrairement au micro-BIC, on a une étape, on prend le montant brut, on l'ajoute et c'est fini. Alors qu'au BIC réel, on va devoir faire une IAS fiscale et reporter ce montant. Bon, la contrepartie, c'est que vous allez pouvoir déduire tous vos frais et que dans 90% des cas, on va quasiment payer beaucoup moins d'impôts et l'économie souvent est entre 500 voire 2000 euros d'économie d'impôt par bien. Au niveau de l'imposition du résultat, que je sois au micro-BIC ou BIC réel, je vais être imposé du coup au micro-BIC. Je prends par exemple, imaginons que j'ai 10 000 euros de revenus, j'ai un abattement à 30%. Et donc, du coup, je vais être imposé sur 7 000 euros à mon taux marginal d'imposition. Donc, si je suis sur une tranche à 30%, donc j'ai mes 7 000 imposés à 30%, plus je viens ajouter les prélèvements sociaux de 17,2%. Donc, je suis très rapidement imposé à plus de 50% si je suis sur des fourchettes hautes. A contrario, au régime réel, c'est le même fonctionnement sur la fiscalité, sauf que d'être imposé sur mon chiffre d'affaires, je suis imposé sur mon résultat fiscal. Donc, si j'ai beaucoup de charges ou de l'amortissement, finalement, chaque année, je paye très peu d'impôts. Donc, n'hésitez pas à indiquer dans le chat quelle option fiscale vous utilisez sur votre déclaration fiscale. Donc, Arnaud, il y a une question sur classé. Oui. Quelle est la définition de classé? On a plusieurs questions là-dessus.
Alors, définition de classé, en fait, vous devez faire appel en tant que propriétaire d'un logement en location courte durée, vous faites appel à un organisme, souvent situé en local, qui va venir vous accorder des étoiles, souvent entre 1 à 5 étoiles. Et ce classement va vous permettre plusieurs avantages. Donc le premier, c'est de rester au régime microbique. Ça va être d'avoir votre logement qui est référencé à l'office de tourisme local et donc d'avoir des réservations en direct et de vous faire référencer. Ça peut également, selon la localité, d'avoir une exonération de CFE. Et puis ça vous permet, voilà, ça donne un certain critère et standing à votre logement. Donc c'est vraiment une démarche qui se fait au niveau local et vous pouvez vous renseigner souvent auprès de la mairie pour classer votre logement. Ce coût est d'environ, c'est entre 150 et 200 euros et c'est valable 5 ans. Pour les chambres d'hôtes, c'est pareil, hein, vous êtes aussi, c'est considéré comme classé pour les revenus. C'est les mêmes abattements. Exactement, c'est pareil. Donc une fois qu'on a défini son régime fiscal, comment je déclare ma déclaration de revenus? Donc au Microbic, c'est assez simple. Je reporte du coup mon revenu brut si je suis en location meublée classique, c'est-à-dire que je fais de la location bail mobilité, location étudiante. Je vais le reporter dans la case 5 ND de ma déclaration fiscale. Et ensuite, si je suis en chambre d'hôte ou meublé de tourisme classé, ce sera 5 NG. Et si je me retrouve soumis aux cotisations d'URSSAF, donc aux cotisations des organismes de sécurité sociale, là, dans ce cas-là, je vais devoir les déclarer dans les 5 NW, ou si je suis en chambre d'hôte, 5 NJ. Donc en microbic, c'est extrêmement simple. Je prends le montant brut et c'est l'administration fiscale qui va appliquer automatiquement l'abattement. Au BIC réel, là, c'est plus compliqué. Donc, je dois faire ma liasse fiscale. Donc là, moi, je vous recommande fortement de le faire par un comptable ou par un expert comptable ou par une solution en ligne comme Clover, parce que c'est quasiment impossible de le faire soi-même parce que vous devez télétransmettre la liasse fiscale et il y a des calculs d'amortissement à réaliser. Donc, une fois que vous avez fait ça, le résultat fiscal, là, vous allez également le reporter sur votre déclaration d'impôt sur le revenu, mais cette fois pas dans la catégorie des revenus meublés non professionnels en microbic, mais le régime du bénéfice réel. Et là, pareil, on parlait juste avant des revenus, enfin des recettes brutes. Là, on va parler du résultat fiscal. Donc, c'est mes recettes moins toutes les charges que j'ai déduites. Donc là, on reporte ce montant-là. Et on va également vous demander d'intégrer les éventuels déficits antérieurs non encore déduits. Ce qui est intéressant au régime réel, c'est que vous allez pouvoir imputer vos déficits sur vos revenus des 10 prochaines années. Donc, ce qui peut être extrêmement intéressant au régime réel, parce que vous allez pouvoir finalement déduire énormément de choses, vos frais d'acquisition, vos charges courantes, ou vos frais exceptionnels, et vous générez un déficit sur les années suivantes. La Il y date a une limite, question, je te oui, coupe encore une fois, excuse-moi Arnaud, il y a beaucoup de tu as questions. raison. Mathieu qui nous demande les plafonds qu'on a donnés, c'est pour 2025 sur les revenus de 2024 ou c'est déjà les nouveaux plafonds? Alors là, pour le Microbic, c'est le nouveau plafond. Il y a une slide qui est dédiée à ça, avant, après réforme. Donc, on va pouvoir rentrer dans le détail juste après. Pareil pour l'URSSAF, j'en parle aussi juste après. Donc, soit je rentre dans le détail, soit je passe à la slide suivante que tout le monde attend. Vas-y. Donc, comme ça, on fera dans les détails. Donc, les points de vigilance en location courte durée. Donc là, je reviens un petit peu avant de rentrer sur la déclaration fiscale. Les points de vigilance à avoir en location courte durée, c'est le premier. Je le vois encore beaucoup trop d'investisseurs qui se lancent dans la location courte durée sans faire gaffe à ce point-là. Attention, vérifiez vraiment l'absence d'interdiction dans votre règlement de copropriété. Une copro où c'est écrit interdit location courte durée, il y a de grandes chances que la clause soit valable et que du coup, tout vos business models s'effondrent. Donc attention à ce premier point. Le deuxième, c'est votre logement. Je vois encore beaucoup de logements qui ne sont pas enregistrés en mairie. Et en fonction des revenus qu'on escompte, faites classer votre logement, parce que ça peut permettre de rester au régime microbique. Souvent, moi, je donne un tip, c'est dès qu'on va généralement dépasser les 10 000 euros de revenus locatifs, c'est quasiment dans 90% des cas, intéressant de passer au régime réel. Mais en dessous,
ça peut être intéressant de rester au micro et de faire classer son logement. Ensuite, le troisième conseil que je vois, c'est que les propriétaires n'anticipent pas assez leurs revenus fiscaux et choisissent pas le bon régime et du coup vont se mettre à changer de régime une fois avoir payé les premiers impôts et avoir eu une douleur. Donc vraiment, ce qui est important, c'est plutôt d'anticiper votre régime fiscal. Donc si le bien est détenu en direct, donc c'est régime micro ou réel. Et si votre bien est détenu par une société, là, je vois encore beaucoup cette erreur. Si vous, par exemple, par une SCI, si vous faites vous avez un bien familial qui est en SCI à l'impôt sur le revenu à l'IR, vous décidez de le passer en location courte durée. Attention, automatiquement, si le chiffre d'affaires total de la SCI à l'IR devient supérieur à 10% en location courte durée, vous basculez automatiquement à l'impôt sur les sociétés. Donc là, c'est vraiment un point de vigilance. Et la fiscalité n'est pas du tout la même. Le quatrième point, et après on repart sur la déclaration fiscale, c'est on a l'obligation en France, dans les 15 jours où on démarre son activité de location courte durée, d'avoir un numéro de SIRET. Donc c'est un numéro d'activité où vous enregistrez. Je vois encore un propriétaire sur deux qui ne l'a pas. Et pourtant, qu'on soit au régime micro ou au régime réel, ce numéro de SIRET est obligatoire. Dès lors qu'on va faire plus de 2 nuits de location courte durée, il est obligatoire. De la même manière, si je loue ma résidence principale que plus de 2 nuits, eh ben, je suis dans l'obligation d'avoir un numéro de SIRET. L'avant-dernière étape, ça va être de suivre précisément vos charges pour en déduire un maximum. Parce que là, on va se retrouver souvent au mois de mai dans l'urgence chez ma déclaration fiscale. C'est humain, on ne se souvient plus des dépenses qu'on a eues il y a quasiment 18 mois. Donc, c'est vraiment de suivre précisément ces charges. Et enfin, la dernière étape, là, on vient de le voir ensemble, c'est déclarer vos revenus. C'est une étape obligatoire. Donc, au micro, on reporte le chiffre d'affaires directement sur la déclaration. Donc là, la date limite au micro, elle va être en fonction de votre département dans lequel est votre résidence principale. Donc là, la date limite va être fixée entre le 22 mai et le 5 juin. Donc là, il nous reste encore quelques semaines au régime micro. Par contre, au régime réel, là, la liasse fiscale, elle doit être envoyée et télétransmise avant le 19 mai 2025. Et puis ensuite, vous la reportez entre le 22 mai et le 5 juin sur votre déclaration d'impôt sur le revenu. Donc, si jamais vous êtes en retard, c'est pas dramatique. Il vaut mieux commencer maintenant à régulariser sa situation. L'administration fiscale accepte des seuils des délais de tolérance. Donc, profitez là de cette période pour régulariser votre situation. Je vois même encore beaucoup de propriétaires qui font de la location courte durée depuis 1, 2, 3 ans et qui vont jamais déclarer parce que la déclaration fiscale, c'est stressant. Mais le fait de se mettre en règle, on dort mieux et on se concentre davantage sur son cœur de métier qui est de garder 5 étoiles sur les plateformes et de garder un logement attractif et d'avoir des bons commentaires. Voilà pour les points de vigilance. Sur les pièges à éviter, je vais aller assez vite car on les a un peu détaillés. Donc, les erreurs les plus observées, c'est l'oubli d'un numéro de SIRET. C'est c'est découvrir finalement au dernier moment qu'on a dépassé les seuils. Donc là, il n'y a rien de plus dramatique de se rendre compte qu'au mois de mai, finalement, je suis au régime réel et que je dois faire une liasse fiscale alors que je pensais être au régime micro. Donc, pour rappel, si je suis en location courte durée et que mon logement n'est pas classé, c'est 15 000 € et 77 700 si mon logement est classé. Pour l'URSSAF, c'est automatique. Si vous faites plus de 23 000 € de revenus bruts, donc c'est en intégrant les frais de plateforme, les frais de location courte durée, là, vous allez être automatiquement affilié au régime général de l'URSSAF. Vous allez payer un forfait de cotisation URSSAF qui varie environ de 23% sur les recettes brutes qui sont supérieures à 23 000 €. Ça, c'est le cas où je ne fais rien. Ensuite, il y a d'autres possibilités. Si je suis au régime réel, je peux m'affilier au régime général des indépendants. Et dans ce cas-là, mes cotisations URSSAF vont être calculées sur mon résultat fiscal et pas sur mon chiffre d'affaires. Donc, il peut y avoir une vraie différence. L'autre point, ça va être le dernier point sur les seuils,
il y a beaucoup de propriétaires qui vont faire plus de 23 000 euros, et également ça va dépasser leurs autres revenus. Et donc, du coup, vous allez automatiquement passer en LMP, donc en loi meublée professionnelle, avec d'autres conséquences sociales et fiscales. Le dernier piège, c'est finalement, c'est de ne pas anticiper la revente liée à la réintégration des amortissements en cas de plus-value. Donc ça, on a une slide dédiée juste après. C'est une réforme qui a été adoptée. Et donc, toute vente qui aurait lieu après le 15 février 2025 sera impactée par cette réintégration. Et enfin, le piège le plus facile qui est pourtant oui, voilà, le plus facile à éviter, c'est finalement c'est de déduire un maximum de charges, vos frais d'acquisition. Donc les frais d'acquisition, c'est si vous avez des frais de notaire, des travaux, des frais d'agence, c'est déductible. Et souvent, ça représente 10 à 20% du prix d'acquisition du bien. Et donc, c'est vraiment dommage de ne pas en bénéficier. Après, toutes les charges d'exploitation et charges exceptionnelles comme les amortissements et certains travaux qu'on aurait. Il y a Thierry qui nous demande si le numéro de siret est aussi obligatoire pour la location de la résidence principale. Ouais, exactement. Il va être obligatoire dès lors que vous faites dès que vous louez plus de 2 fois finalement votre logement en location courte durée. Donc voilà, après, il n'y a pas de. Aujourd'hui, c'est pas un point qui est fiscalement puni. C'est juste que le fait de ne pas le faire, ça vous prive. Ça vous n'êtes pas en règle, ça c'est le premier point, mais deux, ça vous prive de basculer au régime réel et donc de déduire l'intégralité de vos charges. Là, donc, je bascule sur les nouveautés 2025. Donc là, c'est uniquement appliqué au régime micro-BIC en LMNP. Donc, c'est les seuils à respecter qui sont survenus suite à la loi Le Meur depuis le 21 novembre 2024. Donc là, qu'est-ce qu'on dit? Pour résumer, c'est que si mon logement, en fait, si mon meublé de tourisme est non classé, là, dans ce cas-là, même sur mes revenus 2024, mon plafond est de 15 000 euros et j'ai un abattement que de 30%. Si mon logement est classé, donc peu importe, je suis finalement en zone tendue ou zone rurale, là, en 2025, je vais pouvoir rester au régime micro si je fais moins 77 700 euros avec un abattement de 50% contre 71% au préalable. Pour la para-hôtellerie, donc c'est si je fournis plus de 3 prestations sur 4, là, pas de changement, je bénéficie des mêmes seuils. Et pour la location meublée classique, donc si je loue à un étudiant 9 mois de l'année ou bail mobilité, ou location meublée longue durée, là, pas de changement, je peux rester au régime micro jusqu'à 77 700 euros avec un abattement de 50%. Donc là, finalement, sur les seuils, l'impact, c'est quoi? C'est si je veux continuer à profiter du régime micro-BIC, je dois faire classer mon logement. Voilà le grand impact. Qu'est-ce qui se passe si je passe au BIC REL? Quelles sont les nouveautés? La grande nouveauté qui est l'impact, qui a un vrai impact de trésorerie lorsque je revends mon bien, c'est tout propriétaire qui vendrait son bien à partir, donc c'est l'acte de vente qui compte, à partir du 15 février 2025, tous les amortissements que j'aurais déduits au régime réel, donc les amortissements, ils devront être réintégrés dans le calcul de plus-value sur lequel je serai imposé à la fiscalité des particuliers. Donc là, prenons un exemple assez simple. J'ai acheté un bien il y a 10 ans, je l'ai acheté 100 000 euros. Je décide de le revendre 10 ans plus tard à 120 000 euros. J'ai amorti environ 3% par an. Donc j'ai amorti 30 000 euros. J'ai une plus-value imposable 120 moins 100, donc de 20 000 euros. Avant la réforme, donc si mon bien je l'avais vendu en 2024, j'aurais payé un impôt d'environ 5 000, quasiment 6 000 euros après 10 ans de détention. Avec cette réforme, ma plus-value imposable n'est plus à 30 000, elle est plus de 20 000, pardon, mais elle bascule de 20 000 plus tous les amortissements que j'ai déduits. Donc là, ma base est plus de 20 mais de 50 000 et l'impôt monte à 15 000 euros si je revends mon bien au bout de 10 ans. La bonne nouvelle, c'est que les amortissements sont réintégrés, donc ça c'est la mauvaise, mais la bonne, c'est que l'abattement pour durée de détention que bénéficie un propriétaire qui détient son bien en direct n'est pas remise en cause. Et donc, si j'ai un bien que je détiens
À partir de la sixième année de détention, je commence à avoir un abattement sur la plus-value et également sur la réintégration des amortissements. Ce qui fait qu'au bout de 22 ans, je paye plus d'impôts sur le revenu sur ma plus-value et au bout de 30 ans, de prélèvements sociaux. Et donc, l'alternative, c'est quoi? La première, finalement, c'est de conserver mon bien dans mon patrimoine pour être complètement exonéré et pas être impacté par cette réforme. Ça, c'est la première option possible. La deuxième, ça peut être de changer de mode d'exploitation plusieurs mois avant la vente. J'attends les questions, mais il n'y a pas aujourd'hui de doctrine précise sur le délai. Est-ce que c'est un jour, 6 mois? Il n'y a pas encore de cas de jurisprudence sur ce point-là. Ça peut être aussi d'en faire sa résidence principale au moins un an avant. Mais ça peut également être aussi de continuer l'activité de location courte durée et de transmettre le bien via de la donation, via du démembrement. Parce que ce qui rend le fait éligible à la réintégration, c'est la cession à titre onéreux, donc le paiement, et non la transmission. Donc la transmission peut permettre de continuer l'activité sans réintégrer les amortissements. Et puis ensuite, il y a deux autres points un peu plus complexes, mais qui fonctionnent extrêmement bien. Ça va être d'utiliser une société d'exploitation intermédiaire avec un contrat. Et c'est la société qui gérera le bien en location courte durée. Et vous continuez à détenir le bien en, en location classique. Et ensuite, le dernier point, c'est le passage en SCI à l'IS avec notre fiscalité, où là, du coup, si je vends le bien, c'est directement géré dans la société. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie où je poursuis sur les autres, le dernier point de la réforme? Je pense qu'on peut continuer, on reprendra un par un. Il y a eu plein de Parfait. questions un peu différentes, donc on pourra revenir là-dessus. Continuons. L'autre point qui est passé inaperçu, qu'on a vu très peu, c'est jusqu'à aujourd'hui tous les propriétaires qui étaient au régime réel, donc LMNP au réel, bénéficiaient d'une réduction d'impôt sur leurs frais de comptabilité. Donc jusqu'à présent, si je payais par exemple 600 euros de frais de comptabilité, mon expert comptable, eh ben, je bénéficiais sur ma réduction d'impôt de 400 euros, donc des deux tiers. Et ça, depuis 2025, avec la réforme, ça a été complètement supprimé. Donc, si j'avais l'habitude de payer après réduction d'impôt 200 euros mes frais de comptabilité, là, pour 2025, je vais me retrouver à payer 600 euros. Donc, ça a complètement été supprimé. Les autres impacts, donc là, on en a beaucoup entendu parler, mais je le précise quand même, c'est finalement que vous soyez. Maintenant, si on continue à louer son bien en location courte durée, on reste impacté par un DPE. Et donc, si mon logement est classé en G, je ne peux plus le louer et je dois engager des travaux de rénovation énergétique. Dernier point fiscal qui, là, fait beaucoup de bruit encore actuellement. On a des modifications, c'est la TVA. Là, je vais aller directement au cœur du seuil pour rassurer tout le monde. Le principal point de la TVA, c'est que si je fais la location courte durée et que j'ai un chiffre d'affaires qui va être supérieur à 85 000 euros, donc c'est des critères de para-hôtellerie, mon chiffre d'affaires va être soumis à 10% de TVA. Donc sur tout ce que j'encaisse, je collecte de la TVA à 10%. Pourquoi je suis rassurant sur ce point-là? Parce que finalement, ça va concerner, si je suis en dessous 85 000 euros, je peux rester, même si je réponds aux critères de para-hôtellerie, je reste en franchise de TVA. Et donc, je peux continuer à ne pas être soumis, à pas soumettre mes revenus à TVA. La TVA, c'est pas non plus quelque chose de dramatique parce que ce qui veut dire, si je collecte de la TVA à 10%, ça veut aussi dire sur tout ce que je paye, les ménages, tous les produits d'entretien ou tous les achats, je récupère la TVA à 20%. Donc, ce qui peut être quand même assez intéressant selon les business. Le seul point, c'est que ça génère une démarche administrative et une déclaration CA3 ou CA12 supplémentaire. Il y a une question, bon, c'est peut-être un peu la question après tous les impacts qu'on a avec la loi Le Meur. Il y a quelqu'un qui nous demande si c'est toujours intéressant de faire du Airbnb ou de la location saisonnière. Alors, la réponse va plutôt dépendre de ce que vous aimez en tant qu'investisseur, de quel est le mode d'exploitation, de la zone géographique où vous vous situez et du bien que vous avez.
Mais si vous avez envie si vous avez envie d'en faire et que votre bien en correspond, bah, la réponse c'est oui. C'est toujours intéressant de faire de la location courte durée. C'est juste que ça se professionnalise de plus en plus, ça s'est beaucoup professionnalisé maintenant, aussi bien sur les photos que sur la manière de gérer et la manière d'anticiper la tarification. Bah, maintenant, il faut aussi anticiper sa fiscalité. Et la réponse est oui. Si vous anticipez la fiscalité, la location courte durée reste intéressante. Le dernier point sur la TVA, c'était aujourd'hui, en tant que propriétaire, là, il y a une refonte des principes du BOFI, donc de l'administration fiscale, depuis août 2024, où les critères pour passer en para-hôtellerie ont été modifiés. Donc aujourd'hui, ce qui fait que dans quasiment la plupart des cas, si je fais location courte durée, je suis soumis aux critères de para-hôtellerie. La seule alternative pour pas y être, bah, c'est de proposer une boîte à clés, mais également de proposer aussi un autre mode d'accueil. Donc ça, c'est issu du BOFIP qui est sorti fin mars 2025, où l'alternative, donc si j'ai une boîte à clés et que je propose un autre mode d'accueil et que je ne propose pas, par contre, le petit déjeuner, dans ce cas-là, je reste en dehors des critères de para-hôtellerie. Et comme on l'a vu ensemble, si j'ai qu'une boîte à clés, dans ce cas, je passe dans les critères de para-hôtellerie et je suis soumis à TVA. Par contre, je peux rester en franchise de TVA si mon chiffre d'affaires est inférieur à 85 000 euros de loyer. Bah, écoutez, de mon côté, avec plaisir, me faire challenger et répondre à toutes vos questions. Il y en a beaucoup, donc c'est top. Prenons peut-être une par une, Clara, si... Ouais, j'en ai déjà sélectionné. On peut faire déjà un petit retour sur le Ah, ciré. j'ai oublié une dernière, une dernière slide. Du coup, c'est pour vous montrer aujourd'hui. Donc, on a vu les différents points de mise en conformité, comment déclarer. Là, aujourd'hui, on ne vous laisse pas seul. On a créé avec Cloer, en fait, on est spécialiste de la fiscalité locative immobilière. On a créé une application qui permet à tout propriétaire, et peu importe votre régime fiscal, bah, de gagner environ 8 heures par rapport à toute autre solution comptable, d'avoir une vision en temps réel des revenus et des charges, de déclarer bah, tous vos revenus locatifs en temps et en heure, et on vous accompagne aussi à choisir le bon régime fiscal avec une équipe disponible et dédiée, et on fait des audits fiscaux gratuits. Aujourd'hui, la déclaration fiscale, nous, on la propose à 269 euros TTC, l'alias fiscal, peu importe le régime, et vous allez ensuite ajouter 130 euros par bien supplémentaire, ce qui fait que grâce à la technologie, on arrive à sortir des déclarations fiscales parfaitement optimisées et ultra compétitives par rapport au marché. Donc là, on a négocié ensemble avec notre partenariat un code promo de 20 euros sur votre première déclaration fiscale, et on prend également donc, tous les clients, même ceux qui seraient en retard pour déclarer leurs revenus en 2024. Yes, j'étais en train de partager toutes les infos dans le chat. Bien. Ok. On va faire un petit retour. Au début, on a parlé de toutes les obligations quand on faisait de la location saisonnière. Et on a une question de Ludovic qui demande si le numéro de siret, il est unique pour plusieurs locations ou s'il en faut un pour chaque logement loué en courte durée. Ouais, c'est une très bonne question qui revient très souvent. Donc, le numéro de siret, il va être obligatoire dès lors qu'on démarre l'activité de location courte durée ou meublé. Ensuite, une fois que si je veux rajouter un deuxième bien supplémentaire, donc là, tout va dépendre où se situe ce deuxième bien. Si je suis dans le même département, un numéro de siret suffira. Si je suis dans un autre département, dans ce cas-là, je vais venir créer. En fait, je vais faire la même procédure, sauf que je vais rattacher un bien supplémentaire en créant un établissement, un siret. Donc là, je viens sur guichet unique, rattacher un bien supplémentaire à mon activité. C'est super clair. On avait une autre question, alors il faut que je la retrouve. Je ne sais plus qui m'avait demandé. C'était une question, si les biens se trouvent à l'étranger, qu'est-ce qui se passe? Je crois. Bah là, ça va être la fiscalité du pays étranger. Voilà. C'est la grande particularité en France, c'est que même si je peux habiter, je suis résident étranger expatrié, que j'ai des biens en France, c'est la fiscalité française qui s'applique. Et donc pour des biens à l'étranger,
c'est la fiscalité étrangère qui s'applique. Et s'il y a en fonction des conventions bilatérales entre les deux pays, je peux avoir un crédit d'impôt pour éviter une surcharge, une double imposition. Super, c'était la question de Nathalie. Alors, j'essaie de classer un peu tout ça. Alors, ça, c'était intéressant. C'était la question de Mathieu qui demande comment ça se passe si je fais classer mon bien courant 2025 et que j'ai eu des locations avant le classement. Que va dire l'administration fiscale si le total de mes locations est supérieur à 15 000 euros, mais que j'ai obtenu le classement du logement courant 2025? Alors là, c'est super intéressant parce qu'on peut passer d'une année sur l'autre, du régime micro au régime réel, d'une année sur l'autre. Donc là, la première année, comment va répondre l'administration fiscale? En 2024, vous étiez au régime réel, automatiquement. Et donc, si vous faites classer votre logement, vu que vous êtes passé au régime réel, si vous ne faites pas le changement en 2025 sur le site de l'INPI, pour moi, vous restez au régime réel euh, pour l'année suivante parce que vous n'avez pas exercé l'option sur l'INPI. Ok, super. C'est vrai qu'après, il y a tellement de cas de figure différents que si c'est très précis, n'hésitez pas à prendre un audit gratuit avec Clover. Ils seront là pour vous écouter selon votre situation. Oui, Émilie, vous pouvez prendre rendez-vous directement pour un audit détaillé. Si besoin de plus que 10 minutes. Bon, je pense qu'il y aura déjà, si tu veux répondre à ça, Arnaud, il y a Émilie qui demande si Oui, besoin de l'audit plus, peut oui. durer plus de 10 minutes. Alors, tout dépendra en fait du type de question et du niveau de personnalisation. Généralement, en 10 minutes, on traite les grandes questions. Après, si c'est définir différentes stratégies, donc plus long terme, patrimonial, là, dans ce cas-là, on a un package, ces appels d'experts, où là, c'est facturé sur option et c'est vraiment ultra personnalisé. Voilà. Mais généralement, en 10 minutes, on répond déjà à toutes les questions. Il y avait aussi une question sur, ah oui, le crédit immobilier est-il considéré comme charge? Alors, ce sera les intérêts du crédit immobilier. Donc, pas le, donc imaginons qu'on ait un crédit immobilier, on a 1000 euros par mois de crédit. Sur ces 1000 euros, j'ai 800 euros qui est du remboursement de capital. Donc, ces 800 euros, c'est du capital, donc ils ne sont pas déductibles. Par contre, je vais pouvoir déduire les 200 euros d'intérêt, les éventuels frais d'assurance emprunteur. Et si j'ai des frais de renégociation de crédit ou des frais de mise en place liés au crédit, frais de dossier, complètement déductible au régime réel. Ce qui ne sera pas le cas du tout au micro. Ok, super. Euh, La question de Daniel. Alors, je pense que c'est une question aussi un peu précise. Peut, euh, Peut-on bénéficier de la déduction des frais de rénovation et d'un éventuel amortissement entre la valeur du bien après et avant rénovation validé par expert immobilier? Ouais, alors, on va reprendre au début. Si c'est il va y avoir deux cas de figure. Si c'est un bien que j'ai acheté, par exemple, je l'achète en 2025, je fais mes travaux d'agrandissement, de rénovation. Dans ce cas-là, je vais pouvoir amortir mon prix d'acquisition et tous les travaux que j'ai faits d'agrandissement et de rénovation. Là, c'est ça, mon prix d'acquisition plus travaux. Si c'est un bien que je l'ai acheté en 2020, pendant 4 ans, j'y ai habité. Dans ce bien-là, j'ai eu un prix d'acquisition, j'ai fait différents travaux. Et en 2025, je décide de faire de la location courte durée. Donc là, je ne pourrai plus déduire les travaux. Par contre, je vais pouvoir calculer mon amortissement sur la valeur de marché en 2025. Donc si généralement j'ai fait des travaux, mon bien il a pris de la valeur par rapport à 2020. Et donc mon assiette de calcul sera plus le prix d'acquisition, mais sera la valeur de marché en 2025 que j'ai fait expertiser avec mon expert. Et ce qui permettra je ne pourrai pas durer les travaux, mais je pourrais amortir mon bien sur la valeur à date. Donc il y a vraiment deux cas de figure. Ok. Super. Alors, j'essaie de répondre un peu à toutes les questions. Euh,
Alors, la question d'Olivier qui est aussi un peu précise. Je vais l'afficher. Hop. Nous venons d'investir un bien à 2 en loueur meublé non professionnel l'année passée. Notre comptable nous a réparti le déficit dû aux frais d'acquisition à part égale sur nos déclarations respectives. Est-ce la déclaration la plus optimisée? Alors, si vous êtes donc là, vous êtes en indivision. Donc, en indivision, c'est la quote-part de votre propriété. Donc, si vous êtes à 50-50, d'avoir pris 50% du déficit et l'avoir reporté sur votre déclaration d'impôt sur le revenu, c'est complètement bon. Il y a un autre point aussi qui peut être intéressant. On peut se trouver dans des cas où votre associé continue à en acheter un deuxième, passe en LMP. Donc, d'un côté, vous resterez LMNP et lui passera LMP. Donc, tout est vraiment possible. Donc c'est la bonne déclaration de procéder ainsi. Et super. Hum, Christine qui nous demande au régime réel, les charges déductibles sont-elles proportionnelles au temps d'occupation? Alors, là, donc là, je pense qu'on se situe dans le cas d'une résidence principale. Donc, il va y avoir deux cas de figure. Donc, si vous louez la totalité de votre bien, donc là, oui, la réponse, c'est au taux d'occupation. Mais beaucoup de propriétaires vont louer une partie de l'année et une partie de leur résidence principale et pas la totalité. Dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est un prorata à la fois de la durée sur l'année, mais également par rapport à la superficie de votre bien. Donc, si vous louez une partie de votre bien qu'une partie de l'année, il faut multiplier par deux coefficients. Alors, on a un retour de questions sur une question qui est déjà passée. On nous demande si je fais déclarer mon bien, si je fais classer mon bien, pardon, fin 2024, puis-je déclarer l'ensemble de mes revenus de l'été 2024 en revenus d'un logement classé? Là, du coup, j'ai basculé au régime réel. Et donc, si j'exerce pas l'option moi-même sur le site de l'INPI, eh ben, je reste au régime réel, même si j'ai fait classer mon logement. Okay. Super, merci. Ok, il y a Christine qui nous donnait des précisions sur sa résidence secondaire. On vient de lui répondre. Il y a Sylvie qui est perdue, comme beaucoup d'entre nous avec les cases. Alors, Sylvie qui nous dit sur ma feuille d'impôt, revenu foncier, micro-foncier, logement non meublé, je n'y comprends rien. Voilà. Alors, on va regarder ce dont a Là, besoin. du coup, les premières pages qui arrivent, c'est de la déclaration d'impôt, c'est revenu foncier micro. Mais si vous faites de la location meublée, vous avez fait de la location courte durée, donc c'est meublé. Donc là, c'est pas les catégories de revenus fonciers. Il faut aller dans les revenus meublés non professionnels. Donc c'est une annexe que vous devez cocher. En fait, quand vous vous connectez sur votre déclaration d'impôt, vous avez revenu foncier. Vous avez aussi une autre case, c'est revenu location meublée non professionnelle. Donc il faut cocher cette case-là et ça va vous donner la 2042 C-Pro. Et dans la 2042 C-Pro, donc c'est une annexe, là vous allez avoir un premier bloc pour le microbic, donc location meublée, et un deuxième bloc dessous, régime réel, BIC, donc location meublée. Je pense que c'est clair. J'espère que c'est clair pour Sylvie. Oh, ok. Voilà, j'invite Sylvie à prendre une capture écran si elle le souhaite de cette partie-là. Donc, si vous louez votre logement en location courte durée, c'est ces deux blocs qu'il faut venir trouver. Et déjà, si vous tapez 2042 C Pro, voilà, et c'est ces deux blocs-là. Et quand vous allez tomber dessus, le service des impôts il y a un petit point d'interrogation ou un petit point d'exclamation. Vous appuyez dessus, ça vous indique vraiment comment c'est calculé, ce qu'il faut déclarer. Et c'est extrêmement clair. Et si ça ne l'est pas, on est avec grand plaisir. Je vous invite à nous solliciter. C'est pas très lisible. Sylvie, on va vous envoyer toute la présentation en PDF. Comme ça, vous aurez accès demain dans l'email et vous pourrez
regarder ça de plus près. Et qu'est-ce qu'on appelle une liasse, nous demande Christine. Alors, une liasse, c'est comme une entreprise. Donc la liasse, c'est uniquement si je suis au régime réel. La liasse, ça va comporter un bilan, un compte de résultats et différentes annexes où je vais devoir renseigner le détail de mes charges, le détail des produits, le détail de calcul des amortissements. Donc voilà, une liasse fiscale en LMNP, c'est souvent une vingtaine de pages. C'est pour ça que c'est pas obligatoire d'avoir un expert comptable, mais c'est fortement recommandé parce que c'est assez fastidieux à générer. Par contre, le temps investi, l'argent investi pour générer cette liasse versus l'économie d'impôt, voilà, comme on disait, dans la plupart des cas, c'est complètement rentable et intéressant d'investir sur cette liasse fiscale. Ok, c'est tout à fait vrai. Je pense que beaucoup d'entre nous sont un peu perdus ou pas capables de faire ça tout seul. Et c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir un expert comptable pour faire tout ça parce que l'administration, elle, ne se trompe pas. Donc, il faut faire attention quand on fait la déclaration d'impôt. Il y a Alex qui nous dit, dans le cas d'un bien acquis division à part égale, dans quel cas l'un des deux conjoints passe-t-il en location meublée professionnelle? Les revenus globaux ne se culminent-ils pas? Euh, alors, ouais, est-ce que peut-être c'était quelle question? C'était le hop. Je ne sais pas si tu la vois, elle est sur l'écran, sur la Ah. présentation. Ah oui, bon, ok. Dans le cas d'un bien acquis indivision à part égale, ok. Dans quel cas l'un des deux conjoints passe-t-il en LMNP? Alors En là, LMP. en LMP, bah là oui, c'est pour ça que je voulais relire. Il y a une subtilité, c'est que si vous êtes sous le même foyer fiscal, donc c'est-à-dire que vous êtes marié, vous êtes pacsé, vous faites qu'une seule déclaration, en fait là c'est global. Donc c'est-à-dire que si vous passez LMP, si la totalité de vos revenus en location meublée sont supérieurs à 23 000 euros et dépassent vos autres revenus du foyer fiscal. Donc il faut vraiment raisonner de manière globale. C'est très clair. Alors, on a encore quelques messages. Et dans ces revenus, on ne tiendra pas compte, par exemple, si vous avez des revenus fonciers ou des revenus issus de part des CPI, par exemple, on ne retiendra pas ces revenus fonciers. C'est vraiment les retraites, les pensions, les salaires ou votre activité que vous pourriez avoir en tant qu'indépendant en BNC. Oui, on vous enverra la présentation demain dans le mail. Donc, vous aurez accès au PDF avec On enverra tout ça. surtout ouais, le replay, ce que je pense ce qui est important, et surtout pour cette partie-là, en fait, vraiment, je vous invite plutôt à venir prendre rendez-vous parce que cette version, on ne sait pas quelle est avec Lara sur cette partie-là, mais je transmets jamais les slides parce que c'est voué à évoluer. Et donc, si vous voulez regarder dans un mois, il y a de grandes chances que c'est bougé et vous allez nous écrire pour dire, ah oui, mais ce que j'ai vu, c'est pas bon. Donc, en fait, C'est vrai. je transmets pas je transmets pas les slides sur des choses qui sont aussi mouvants. Par contre, avec grand plaisir pour prendre rendez-vous. Et on a aussi un petit cadeau, on pourra vous partager un guide sur la fiscalité LMNP qui est vraiment complet, où vous retrouverez toutes ces informations. Oui, on fera comme ça et vous pourrez revoir tout ça. On mettra sur YouTube demain le replay et ça, vous allez bien recevoir le lien. Ok. Qu'est-ce qui nous oblige à la création du SIRE quand c'est une résidence principale avec une location de 120 nuits max? Alors l'obligation, elle est beaucoup plus stricte que ça. Ça va être dès lors que vous louez 2 nuits consécutives en location courte durée, le numéro de SIRE est obligatoire. Voilà, pas de. Il y a une question aussi précise de Alex concernant la réintégration des amortissements à la revente. Vous indiquiez comme solution la revente à une SCI. Pouvez-vous détailler comment cela solutionne la réintégration? Alors le passage en SCI à l'IS ne va pas complètement solutionner la, le problème, va surtout permettre de pouvoir changer de fiscalité et donc souvent va pouvoir permettre d'échapper aux prélèvements sociaux, donc aux cotisations URSSAF, et peut aussi vous échapper de passer au statut LMP.
Donc, c'est pas forcément la solution idéale pour tous, c'est vraiment à chaque fois du cas par cas. Mais la SCI à l'IS va être davantage recommandée si vous avez des revenus à côté, vous avez une tranche d'imposition 30, 40, 45%. Et le fait de passer en SCI à l'IS, vous allez avoir la fiscalité des sociétés, où là, vous allez avoir une fiscalité qui va être beaucoup plus légère sur les revenus annuels. Donc en SCI à l'IS, le taux de fiscalité est de 15% jusqu'à 42 500 euros de résultat fiscal. Et ensuite, vous basculez à 25%. Alors qu'en LMP ou LMNP, bah, si on a une tranche à 30%, chaque résultat fiscal, on est déjà quasiment à 50% chaque année. Par contre, la contrepartie, c'est qu'en SCI à l'IS, vous êtes faiblement taxé chaque année. Mais si vous décidez de vendre le bien et de sortir le cash de la société, là, ce que vous n'avez pas payé chaque année, bah, vous le repayez à la fin. Donc vraiment, en SCI et LIS, on va plutôt aller mettre des biens qu'on va jamais vouloir revendre ou sortir complètement le cash de la société, plutôt dans une logique vraiment de transmission patrimoniale. Et le dernier avantage, c'est que c'est vous qui décidez quand est-ce que vous passez par la case impôt à la sortie. Ok, il y a une petite info pour Laurent. Le numéro d'enregistrement et le numéro de tiré, c'est deux numéros différents. Le numéro d'enregistrement, c'est celui que vous avez à la mairie, que vous devez mettre sur vos annonces Booking, Airbnb et tout ça. Et le numéro de tiré, c'est celui que vous avez à l'INPI. Voilà. Et Albertine qui nous demande, je me permets de revenir sur la situation des biens à l'étranger. Il n'y a donc rien à faire en France. Alors non, enfin, il n'y a rien à faire, c'est la fiscalité étrangère qui va s'appliquer. Voilà. Et après, c'est toujours pareil, ça dépend des conventions bilatérales. Donc dans ce cas-là, c'est plutôt en fonction du pays, c'est vraiment de se rapprocher d'un avocat fiscaliste qui est vraiment dédié et qui connaît parfaitement le droit local. Euh, On avait une question de Thierry qui nous demandait, vous avez parlé de l'INPI, c'est pour le SIRET. Alors oui, le site de l'INPI, c'est sur guichet unique, et ce qui permet d'obtenir son numéro de SIRET et également de rattacher différents biens par la suite. Il y a une question de Ludovic sur Clover, justement, qui demande avec Clover, nous avons accès à une aide téléphonique afin d'optimiser les déclarations si nous avons des questions spécifiques. Alors oui, on va même plus loin, on a même deux offres. On a une offre autonome où là, chaque client a un rendez-vous téléphonique ou par visio. On fait la démo, on explique le produit. Et le client est complètement accompagné en autonomie. L'outil est hyper simple pour faire ses déclarations fiscales. On a une deuxième offre Gold, où si le client ne veut absolument même pas se connecter sur l'application, n'a pas le temps à beaucoup de biens ou déteste l'informatique, dans ce cas-là, on a une offre Gold où en fait, Clover va collecter la totalité des informations pour le client et générer l'alias fiscal en intégralité. Et on a une question sur le channel manager, ça ce sera pour moi, c'était sur le début. Il faut avoir combien de biens quand on commence pour utiliser votre channel manager? Vous pouvez commencer avec un seul bien, avec le GFI, vous pouvez aller jusqu'à des centaines et des centaines de biens. C'est vrai que même avec un seul bien, dès que vous êtes connecté à plusieurs plateformes, c'est quand même très très intéressant d'avoir un channel manager pour éviter les doubles réservations. Si vous mettez votre chambre d'hôte, votre appartement sur Booking et Airbnb, eh bien sans channel manager, s'il se loue beaucoup, ça peut arriver que les dates se chevauchent et vous n'ayez pas le temps de tout mettre à jour. Et un logiciel de gestion, ça vous aide quand même à tout centraliser et à gérer facilement votre activité parce qu'il y a toutes ces catégories de choses à faire, gestion des disponibilités, des réservations, des messages des différentes plateformes. Donc c'est vrai que le channel manager, même à partir d'un seul bien, nous, on le recommande fortement. Voilà. Et ça, c'est bon. On a encore quelques questions. On peut peut-être déborder 5 petites minutes pour répondre à tout le monde et je Avec pense plaisir. que si ça te dérange pas, Arnaud. Non, avec plaisir. J'ai Les perdu questions le sont fil de très mes bonnes, hein, les questions sont tout intéressantes. Il y en Euh, a, j'en vois deux dans les dernières, enfin, c'est toutes intéressantes, mais celle de Thierry, lorsque l'on opte pour un paiement direct de la conciergerie,
par Airbnb, est-ce que ça permet de ne pas déclarer la somme brute, mais la somme reçue d'Airbnb? Alors, en fait, il va y avoir deux. Vous déclarez, vous, si vous êtes, vous déclarez la somme nette si vous êtes au régime réel. Et par contre, pour la notion des seuils, c'est les revenus bruts que vous encaissez sur les plateformes. Donc, souvent, on ne s'en rend pas compte, mais les 15 000 euros, finalement, ça va extrêmement vite. Je pense que dès qu'on dépasse 1000 euros, 1000 euros net par mois en moyenne, bah, on les dépasse, quoi. Voilà. Si on intègre les frais de plateforme, on les dépasse. Mm. Ah, voilà. Il y a aussi une question de Pierre qui déclare en microbic et il dit: j'ai une différence entre mon total brut de location et la déclaration de la plateforme aux impôts. Je n'ai pas pu changer le montant sur le site des impôts. Comment faire? Donc là, il y a deux options. La première, soit vous pouvez modifier sur votre classe fiscale, soit vous ne pouvez pas. Dans ce cas-là, vous allez sur votre espace particulier et vous leur envoyez le montant, euh, le montant brut directement dans votre espace. Et ce qui est important, c'est que l'administration fiscale va vous offrir la possibilité de modifier votre déclaration fiscale entre le 31 juillet 2025 et le 3 décembre 2025. Donc là, même si la reco aussi que je donne, si vous avez des propriétaires vous êtes propriétaire, vous êtes en retard et que vous voulez être au régime réel, il faut faire une liasse fiscale, il vaut mieux déclarer un montant que vous viendrez modifier par la suite à partir de fin juillet que de rien déclarer. Ça, c'est extrêmement, c'est pareil, on va dire que c'est le septième conseil que je donne ce soir, mais il vaut mieux déclarer un montant qui sera modifié par la suite que de rien faire. Voilà. Et en parallèle, si vous voulez aller encore plus loin, l'administration fiscale apprécie le fait que vous indiquiez par message, voilà, j'ai indiqué ce montant-là, j'ai changé de solution comptable ou mon comptable est en retard, c'est toujours la faute du comptable, donc je reviens vers vous assez rapidement avec le bon montant. Et ça fonctionne très bien. Ok, je regarde si on a essayé d'autres questions. J'essaye de retrouver la question de la petite grange, mais je ne la trouve pas sur le régime auto-entrepreneur. Donc j'essaie de voir où elle est. Euh, Bon, elle s'est perdue, si vous voulez bien la reposer, comme ça on la retrouvera. Quelle est la date limite pour la déclaration au réel? Ça va être le 19, ça va être le 19 mai. Quelle est la suite si jamais je suis en retard? Ça, c'est souvent des choses qu'on ne voit pas forcément sur Internet. Si jamais vous êtes en retard, donc la date limite, c'est le 19 mai. À partir de là, il faut compter environ 30 jours où l'administration fiscale va vous envoyer un courrier de mise en demeure. Donc, vous n'avez pas envoyé votre classe fiscale. Elle va vous laisser encore 30 jours pour faire votre classe fiscale. Et si vous ne le faites pas, c'est une amende d'environ, c'est 150 euros par page. Donc souvent, c'est une amende entre 1500 et 3000 euros à 30 jours après la mise en demeure. Voilà. Mais souvent, la bonne pratique, c'est vraiment que vous êtes en retard, alertez votre administration fiscale. Par mail, ils sont hyper réactifs. Et, euh, et donc, du coup, ils vous laissent ce délai de grâce et vous régularisez votre situation dès que vous pouvez. Ok, je pense qu'on peut terminer par les deux questions qui ont été renvoyées. Donc, on a une question sur le régime auto-entrepreneur. J'ai créé un régime auto-entrepreneur auquel j'y imputerai mes recettes, chiffre d'affaires. Quel impact pour la déclaration? Ouais, alors là, c'est vraiment du personnalisé pur et je vais avoir du mal à répondre parce que j'ai besoin de connaître quel type de revenu on a en tant qu'entrepreneur, quel type de revenu locatif on évoque. Et donc, pour moi, finalement, il y a un numéro de tiré de l'activité entrepreneur principale si c'est une activité différente de location meublée. Et on vient créer un nouveau sirène hein, pour l'activité de location meublée. Donc, et ça va se déclarer vraiment dans deux cases différentes. Ok. Bon, bah, je pense que ça serait pas mal de prendre l'audit gratuit pour ce cas-là. Et on peut terminer par la question de Liliane, s'il n'y en a plus après celle-là. J'ai un bien en location meublée professionnelle et un bien en SCI, fin d'exercice le 31 mars. Comment dois-je déclarer, sachant que je ne prends pas de revenus ou de dividendes de la SCI?
crois que c'est ça. Ouais, là, c'est pareil, je vais avoir besoin de savoir si la SCI, elle est à l'IR ou à l'IS. On va partir du principe que Liliane fait de la location meublée avec sa SCI. Dans ce cas, Liliane bascule automatiquement à la SCI à l'IS. Voilà, Liliane a répondu. SCI à l'IS. Et dans ce cas-là, il faut faire une déclaration, une liasse fiscale, hein. Donc c'est comme en régime réel. Enfin, c'est même encore un peu plus compliqué. Donc là, c'est une liasse fiscale en SCI à l'IS. Et donc, là, au 31 mars, vous avez, euh, vous avez 6 mois pour la réaliser et la déposer, quoi. Voilà. Ok. Est-ce qu'on termine par la question de Marcel Allez, ou on oh, pousse un peu Marcel. trop le bouchon là Non, avec non, Marcel? Alors, oh, je non, suis Marcel. en location meublée professionnelle. La plus-value est-elle sujette à des cotisations sociales? C'est la plus complexe pour finir. Alors oui, là, le calcul est complètement différent. En LMP, donc je suis soumis aux cotisations patronales, aux cotisations URSSAF, hein, qui vont être environ 35%. Je vais payer ces cotisations sur les amortissements que j'ai déduits, donc qui sont réintégrés. Donc ça, c'est une première partie. Et la deuxième partie de la plus-value, j'ai la plus-value économique. Si on reprend l'exemple où j'ai vendu 120 000 et j'ai acheté 100 l'appartement, donc j'ai 20 000 euros de plus-value économique. Et sur ça, si je suis en LMNP depuis plus de 5 ans en activité et que je fais moins 90 000 euros de chiffre d'affaires, bah, j'aurai un abattement sur la plus-value. Donc, je ne paierai pas d'impôt sur cette partie-là. Donc là, pareil, c'est vraiment à chaque fois du cas par cas qui nécessite une analyse un peu plus approfondie. Ok, je pense qu'on a en tout cas essayé de répondre à la majorité des questions. Merci beaucoup à tous les participants. On était vraiment nombreux ce soir et il y a vraiment beaucoup de questions très très Les questions étaient intéressantes. très pertinentes. Voilà. Je tiens à Et ben, préciser. encore merci à Arnaud parce que je pense que pas grand monde est capable de répondre à toutes ces questions. Donc c'était vraiment très chouette de l'avoir ce soir. On essayera de faire d'autres webinaires sur la fiscalité. Là, c'était plutôt dédié aux retardataires. Mais si vous restez connectés, vous allez voir qu'on essaiera de préparer des choses plus en amont pour la déclaration de l'année prochaine et pour vous donner aussi plein de conseils sur la fiscalité de la location saisonnière. Est-ce que je te laisse le mot de la fin, Arnaud? Comme ça, je vous remets moi le lien pour les audits et Bah, l'offre. merci à tous, hein. Je reprécise, les questions étaient hyper intéressantes, très variées. Surtout, ce qui est important, bah voilà, si jamais certains d'entre vous sont en retard, ne stressez pas. Faites-vous accompagner, c'est vraiment la seule solution. Et puis, bah, avec grand plaisir pour traiter d'autres thématiques au long de l'année ensemble, Clara. Et merci pour ta confiance. Merci à toi Arnaud. Et puis bonne soirée à toutes et à tous et à bientôt pour de nouveaux webinaires en français. Au À revoir. bientôt.